Ok, let's go! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rookscast numéro 18, troisième et dernière partie consacrée au sommeil. C'est parti! On a compris le fonctionnement du sommeil, on a compris son importance vitale et les quelques troubles qui peuvent l'affecter. Maintenant, on va passer à l'action, à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour mieux dormir. On va voir quelques stratégies, certaines qui sont très simples et d'autres qui vont demander un peu plus d'effort et de discipline, vous vous en doutez, mais le point commun qu'elles ont toutes, c'est juste qu'elles fonctionnent. Alors juste petit avertissement encore une fois, avant de commencer, c'est que ici personne n'est médecin et ce podcast ne remplace pas du tout un avis médical, c'est comme dit seulement une introduction au sommeil. Si vous souffrez d'un trouble du sommeil sévère ou si vos problèmes persistent malgré ces quelques stratégies, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel de santé. Maintenant, on va commencer par les fondations. L'hygiène du sommeil. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des habitudes et des comportements qui vont favoriser un bon sommeil. Pensez-y comme aux règles d'hygiène dentaire pour vos dents. C'est les pratiques quotidiennes qui, appliquées de façon régulière, vont faire une énorme différence à long terme. Première chose, la régularité des horaires, c'est probablement la règle la plus importante et qui est pourtant la plus négligée. Votre corps adore la routine, votre horloge biologique, elle fonctionne mieux quand elle peut anticiper. Comme pour un bébé, on n'a pas changé finalement. Alors essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Oui, même le week-end, quand vous avez les soirées, quand vous avez les repas avec les potes. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que quand vous décalez significativement vos horaires le week-end, par exemple vous allez vous coucher à 2 heures au lieu de 23 heures et vous allez vous lever à 11 heures au lieu de 7, bah vous allez créer ce qu'on appelle un jet lag social. Le dimanche soir, vous avez du mal à vous endormir tôt. Le lundi matin, vous êtes épuisé, comme si vous aviez traversé plusieurs fuseaux horaires. Et si vous devez décaler vos horaires, limitez ce décalage à maximum 1 à 2 heures. C'est un compromis raisonnable entre profiter de vos jours de repos et maintenir une bonne régularité. Et cette régularité, elle va renforcer aussi votre rythme circadien. Parce qu'après quelques semaines, vous constaterez que vous commencez à avoir sommeil naturellement à votre heure de coucher et à vous réveiller spontanément le matin. Parfois même avant votre réveil. Et ça, c'est pas mal. Deuxièmement, on a l'environnement de sommeil optimal. Donc c'est à faire attention aux petits détails. La température, elle est cruciale et elle est souvent négligée. Votre chambre, elle devrait être fraîche idéalement entre 16 et 19 degrés. Pourquoi? Parce que pour vous endormir, votre corps il a besoin de baisser sa température centrale d'environ 1 degré. Et une chambre trop chaude, ça va interférer avec ce processus naturel. C'est contre-intuitif parce que vous pourriez penser qu'être bien au chaud aide à dormir, mais scientifiquement, la fraîcheur est meilleure. Voilà. Vous allez pouvoir utiliser une couette chaude pour rester confortable, mais l'air de la pièce devrait être frais. Et autre chose, c'est que l'obscurité, elle doit être totale. Votre chambre devrait être aussi sombre qu'une grotte. Même une faible lumière peut perturber la production de mélatonine. Alors investissez dans des réseaux occultants ou utilisez un masque de sommeil, mais le but, ça va être d'éliminer toutes les petites lumières. Le petit réveil lumineux, on le tourne face au mur ou on le couvre. Le témoin lumineux des appareils électroniques, on le couvre, etc., etc. Et vous allez être surpris, dans certains cas, du nombre de petites sources de lumière que vous avez dans la chambre une fois qu'on commence à les chercher. Ensuite, le silence, c'est l'idéal, on le sait. Les bruits, même si vous en rendez pas compte consciemment, ça va fragmenter le sommeil et ça va réduire aussi le temps passé en sommeil profond. Si vous ne pouvez pas les éliminer, le voisin brillant, la rue qui passante, etc., essayez les bouchons d'oreille ou alors utilisez un bruit blanc ou un bruit rose qui masque les sons perturbateurs par un son constant et apaisant. Parce que votre chambre, ça doit rester l'endroit réservé au sommeil. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de paperasse, tout ce qui peut interférer aussi. Votre cerveau doit associer votre chambre au sommeil, à la détente, pas au travail ou au divertissement. Tertio, la gestion de la lumière tout au long de la journée, c'est fondamental. La lumière, c'est le signal le plus puissant pour votre horloge biologique. Donc il va falloir l'utiliser de manière stratégique. Le matin, exposez-vous à la lumière naturelle le plus tôt possible, idéalement dans les 30 minutes qui suivent le réveil. Vous allez ouvrir grand les rideaux, sortir sur le balcon, dans le jardin, prendre votre café près de la fenêtre. Si vous vous réveillez avant le lever du soleil en hiver, une lampe de lumineux, ça peut aider à la limite. Cette exposition matinale à la lumière vive, elle va ancrer votre rythme circadien et vous aider à être alerte pendant la journée. Ensuite, pendant la journée, le but, ça va être d'avoir autant de lumière naturelle que possible. Le but, si vous pouvez, ça va être de travailler près d'une fenêtre, par exemple, ou alors de sortir prendre l'air à midi. Mais cette lumière diurne, elle va renforcer le contraste avec l'obscurité nocturne. Et le soir, vous allez devoir commencer à diminuer progressivement l'intensité lumineuse environ 2-3 heures avant d'aller vous coucher. Baisser les lumières, utiliser des lampes d'appoint plutôt que des plafonniers par exemple. Cette transition graduelle, elle va signaler à votre corps que la nuit approche, un peu comme si vous étiez en train de regarder le coucher du soleil. Les écrans aussi, vous le savez, c'est l'ennemi du dodo.
La lumière bleue qu'ils émettent, elle est particulièrement efficace pour supprimer la mélatonine. Alors idéalement, arrêtez tous les écrans, oui, tous les écrans, même le téléphone, au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Et si c'est vraiment impossible, utilisez au minimum le mode nuit qui réduit la lumière bleue. Baissez la luminosité au maximum et gardez l'écran à distance. Petit autre point, ça va être l'alimentation et les substances qui ont un impact majeur sur le sommeil. La caféine, on va en parler, c'est un stimulant puissant dont les effets durent longtemps. Sa demi-vie, elle est de 5 à 6 heures, ce qui veut dire que 6 heures après avoir bu un café, la moitié de la caféine, elle est encore dans votre système. Même si vous pensez que la caféine ne vous affecte pas, il y a des études qui montrent qu'elle réduit le sommeil profond. Donc évitez toute caféine après 14 heures. Point. Ça inclut le café évidemment, mais aussi le thé, sauf les tisanes. Ça inclut aussi le chocolat et certains médicaments et bien évidemment les boissons énergisantes. L'alcool aussi, c'est un piège assez sournois, on le sait tous. Beaucoup de gens utilisent un verre le soir pour se détendre et s'endormir, et l'alcool a effectivement un effet sédatif initial qui peut faciliter l'endormissement. Mais c'est là que les bienfaits s'arrêtent, parce que l'alcool, il va fragmenter terriblement le sommeil, il va réduire dramatiquement le sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves, si vous vous souvenez bien. Et ensuite, il va augmenter les réveils nocturnes. En plus de ça, il aggrave les ronflements et l'apnée du sommeil. Bref, c'est un strike, mais pas dans le bon sens. Et après, vous vous réveillez déshydraté avec un sommeil non réparateur, même si vous avez passé 8 heures au lit. Si vous buvez de l'alcool, faites-le au moins 3-4 heures avant d'aller vous coucher. C'est toujours mieux. Et concernant l'alimentation, les repas lourds le soir perturbent le sommeil. Votre système digestif, il doit travailler dur pour digérer, ce qui va augmenter votre température corporelle et peut causer de l'inconfort. Donc l'idée, ça va être de dîner au moins 2-3 heures avant le coucher et de privilégier un repas relativement léger le soir. Ne vous couchez ni affamé ni trop plein. Une légère faim peut vous tenir éveillé et si vous avez faim avant le coucher, une petite collation peut aider, mais une bonne collation. Une banane, une poignée d'amandes. Évitez les aliments épicés, gras ou très sucrés, encore une fois. Certains aliments contiennent du tryptophane, un précurseur de la mélatonine et peuvent favoriser le sommeil. Le tryptophane, on va le trouver dans la dinde, le poulet, les poissons, des produits laitiers, les noix, les graines, mais sachez que l'effet reste modeste, encore une fois. Ensuite, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que l'exercice physique est excellent pour le sommeil. Mais encore une fois, le timing compte. L'exercice régulier va améliorer considérablement la qualité du sommeil. Il va augmenter le temps passé en sommeil profond, va vous aider à vous endormir plus rapidement, réduire les réveils nocturnes. Et les personnes qui font de l'exercice régulièrement ont généralement un meilleur sommeil que celles qui sont sédentaires. Mais évitez l'exercice intense dans les 2-3 heures précédant le coucher. L'exercice augmente votre température corporelle, votre fréquence cardiaque et votre niveau d'éveil. Votre corps a besoin de temps pour redescendre avant de pouvoir s'endormir. Donc l'exercice modéré le matin ou l'après-midi, c'est idéal. Une promenade tranquille le soir, ça peut par contre aider à se détendre. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait et ça dépend de quand. Créez un rituel de 30-40 minutes aussi avant de vous coucher, qui va signaler à votre corps qu'il est temps de se préparer à aller dormir. Au final, encore une fois, comme avec un bébé. Et ce rituel, il doit être relaxant et toujours le même. L'exemple, ça peut être de lire un livre, un vrai livre. Okay, prendre un bain tiède ou alors écouter de la musique douce, faire des étirements, pratiquer des exos de relaxation, de respiration, prendre des notes dans un journal, etc. Mais éviter les écrans, les conversations stressantes, le travail, les activités stimulantes physiquement ou mentalement. Tout ce qui peut vous amener aussi à des informations angoissantes. Et si malgré une excellente hygiène du sommeil, vous souffrez toujours d'insomnie, voici des techniques plus ciblées qui sont issues de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI. Et ça, c'est considéré comme le traitement le plus efficace. Alors première chose, la restriction de sommeil. Ça semble contre-intuitif, mais c'est remarquablement efficace. Le principe, simple, vous allez limiter votre temps au lit autant que vous dormez réellement. Si vous passez 8 heures au lit, vous ne dormez que 5 heures, vous limitez votre temps au lit à 5 heures. Mais jamais moins de 5 heures, pour des raisons de sécurité, accessoirement. Alors comment ça fonctionne? En limitant votre temps au lit, vous allez augmenter votre pression de sommeil. Rappelez-vous du sablier, la petite analogie qu'on a vue dans le premier épisode. Et vous allez consolider votre sommeil. Au lieu de passer 8 heures à vous retourner avec un sommeil qui est complètement fragmenté, vous dormez 5 heures d'un sommeil plus profond et continu. Alors concrètement, vous allez tenir un journal de sommeil pendant une semaine pour calculer votre temps de sommeil moyen. Si vous dormez en moyenne 5 heures, choisissez votre heure de lever, par exemple 7 heures, et compte à rebours, on se couche à 2 heures. Alors oui, vous allez être fatigué au début, et accessoirement, c'est le but. Et cette fatigue, elle va faciliter l'endormissement. Une fois que vous dormez au moins 85-90% du temps passé au lit, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de sommeil,
ben, vous allez augmenter progressivement de 15-30 minutes par semaine jusqu'à atteindre votre besoin optimal. Alors attention, cette technique elle doit être supervisée par un professionnel pour certaines personnes. Tout ce qui concerne les troubles bipolaires, l'épilepsie, l'apnée du sommeil non traité, tout est quanti. Ok. Deuxième chose, le contrôle du stimulus reconditionne votre cerveau pour qu'il associe le lit au sommeil. Encore une fois, les règles sont simples, strictes, mais efficaces. Vous allez utiliser votre lit uniquement pour dormir. Pas de lecture, pas de télévision, pas de téléphone, pas de travail. Votre cerveau, il doit associer lit égale sommeil, pas lit égale tout ce à quoi je pense. Ok, lit égale dodo. N'allez au lit que quand vous êtes vraiment somnolent, pas juste fatigué. Il y a une différence. La somnolence, c'est les paupières lourdes, les bâillements, la difficulté à garder les yeux ouverts. La fatigue, c'est juste se sentir épuisé. Si vous ne dormez pas après 20 minutes, ne regardez pas l'horloge sans arrêt. Ok, on estime à peu près. Bah, vous allez vous lever, vous allez dans une autre pièce. Faites une activité calme, ennuyeuse, sous une lumière tamisée. Lisez quelque chose de pas très captivant. Faites du tricot, j'en sais rien, écoutez de la musique. Mais encore une fois, pas d'écran, rien de stimulant. Et ensuite, vous retournez au lit seulement quand vous sentez la somnolence arriver. Et s'il le faut, on répète le même principe. Et vous allez vous lever à la même heure chaque matin, quelle que soit la qualité de votre nuit. C'est dur, c'est crucial, mais ça va être le but pour recaler l'horloge. Pas de sieste non plus pour rattraper. Je sais que c'est tentant après une mauvaise nuit, mais la sieste va réduire votre pression de sommeil pour la nuit suivante, ce qui va perpétuer le cycle. Et cette technique, elle peut prendre quelques semaines, mais elle reconditionne plutôt correctement votre cerveau. Et autre chose, ça va être tout ce qui est technique de relaxation pour se calmer quand on est un petit peu en hyper-éveil. Et pour ça, la respiration profonde, c'est encore une fois simple mais efficace. Alors la technique, ça va être 4, 7, 8. Vous allez inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7 et expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8 et le répétez 4 fois. Cette respiration, elle active votre système nerveux parasympathique qui est celui du repos et de la relaxation. La relaxation musculaire progressive, elle va détendre systématiquement votre corps. En commençant par les orteils, tendez un groupe musculaire pendant 5 secondes, puis relâchez complètement pendant 10 secondes. Et notez la différence de sensation. Et on va remonter progressivement. Pieds, mollets, cuisses, abdomen, dos, bras, épaules, cou, visage. Et cette technique, elle va réduire littéralement la tension physique. C'est le but. La méditation de pleine conscience et la visualisation, elles vont détourner votre attention des pensées anxieuses. Vous allez imaginer un lieu calme et sûr dans les moindres détails, sensoriels, une plage au coucher de soleil, une forêt paisible. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez? Et cette immersion sensorielle, elle va occuper votre esprit. Et c'est complètement le but. En plus de ça, on a aussi ce qu'on appelle la restructuration cognitive, qui va s'attaquer aux pensées qui alimentent l'insomnie. Les pensées catastrophiques sur le sommeil alimentent l'anxiété qui empêche de dormir. Si je dors pas cette nuit, je vais échouer demain, ou je dors pas bien, mon insomnie va ruiner ma santé. Identifiez ces pensées et remplacez-les par des pensées plus réalistes et moins anxiogènes. Même si j'ai du mal à m'endormir, mon corps obtiendra le repos dont il a besoin, plutôt que je vais jamais m'endormir. Vous pouvez vous dire, j'ai déjà fonctionné après des mauvaises nuits, je peux le faire à nouveau, plutôt que demain ce sera encore une fois catastrophique. Beaucoup de gens ont des nuits difficiles parfois et c'est pas grave, plutôt qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Tenez un journal des soucis s'il faut. 1 à 2 heures avant de vous coucher, vous allez noter ce qui vous tracasse et si possible une action que vous allez pouvoir faire le lendemain pour chaque souci, que vous allez faire le lendemain, pas sur l'instant présent. Ça permet de sortir les préoccupations de votre tête. Quand elles ressurgiront au moment du coucher, vous pourrez vous dire c'est bon, je m'en occuperai demain, c'est noté. Le but étant encore une fois de le sortir de votre tête. En plus de ça, on a forcément parfois besoin de l'aide d'un professionnel, et c'est nécessaire, et il ne faut pas hésiter à aller la chercher. On a la thérapie cognitivo-comportementale dont on a parlé, qui combine plusieurs techniques qu'on a évoquées, et c'est le traitement recommandé en première intention par toutes les grandes organisations médicales. Elle est aussi efficace, voire plus efficace sur le long terme que les médicaments, mais sans effet secondaire et sans risque de dépendance, forcément. Un thérapeute formé en TCCI vous guidera à travers 6-8 séances, généralement sur 6-8 semaines. Et vous apprendrez et appliquerez progressivement les techniques de restriction de sommeil, de contrôle du stimulus, de relaxation et de restructuration cognitive. Les études montrent que 70 à 80% des personnes qui suivent ce genre de thérapie voient une amélioration significative de leur insomnie. Elle est disponible en consultation individuelle, en groupe et même en ligne, parfois via des programmes structurés. Autre chose, on a parlé d'apnée du sommeil. Et on va parler maintenant des traitements qui peuvent complètement transformer la vie. L'appareil à pression positive continue, donc PPC, c'est le traitement de référence. Il va envoyer un flux d'air constant à travers un masque que vous portez pendant la nuit en maintenant vos voies respiratoires ouvertes.
Et beaucoup de personnes rapportent un changement radical après avoir commencé ce traitement. Ils ont retrouvé de l'énergie, une clarté mentale, une amélioration de l'humeur. Alors oui, le masque demande un temps d'adaptation, mais la plupart des gens s'y habituent en quelques semaines. Pour les cas légers à modérés, une orthèse d'avancée mandibulaire, donc c'est un appareil dentaire qui avance légèrement la mâchoire, ça peut suffire. La perte de poids aussi est très efficace pour l'apnée obstructive qui est liée au surpoids, forcément. Perdre 10% de votre poids de corps peut réduire l'apnée de 30%. Dormir aussi sur le côté plutôt que sur le dos aide, ça c'est connu, parce que la gravité tire la langue vers l'arrière. Ensuite, on a aussi le traitement des congestions nasales chroniques qui peut aider, et dans certains cas, une chirurgie peut être envisagée. Maintenant, pour tout ce qui est médicamenteux. Les médicaments pour le sommeil ont leur place, mais doivent être utilisés judicieusement. Les somnifères de prescription, donc tout ce qui est benzodiazépines, Z-drugs comme le zolpidem, ça peut être utile à court terme pour briser un cycle d'insomnie aiguë. Mais ils ne vont pas traiter la cause, ils vont uniquement modifier la structure du sommeil en réduisant le sommeil profond. Donc on perd en efficacité avec le temps. Et ils vont créer une dépendance physique et psychologique. Ça devrait vraiment être le dernier recours et utilisé sur la période la plus courte possible. La mélatonine en supplément, elle peut aider dans certaines situations spécifiques. Tout ce qui est jet lag, syndrome de retard de phase, ou chez les personnes âgées dont la production naturelle diminue. On en a déjà parlé. Elle est généralement sûre à court terme, mais son efficacité pour l'insomnie chronique est modeste, encore une fois. Il y a aussi certains antidépresseurs à faible dose, comme le trazodone ou le mirtazapine, qui peuvent être prescrits pour l'insomnie chronique, notamment quand il y a de l'anxiété ou de la dépression associée. On a aussi des antihistaminiques en vente libre qui créent une somnolence, mais qui ne sont pas recommandés, encore une fois, pour une utilisation régulière. C'est une tolérance rapide avec des effets secondaires. Donc ce qui est important, c'est que tout médicament pour le sommeil devrait être pris sous supervision médicale. Encore une fois, c'est très important. Le traitement des autres troubles va nécessiter des approches spécialisées. Pour le syndrome des jambes sans repos, par exemple, une supplémentation en fer s'il y a une carence ou des médicaments dopaminergiques dans les cas modérés à sévères. Encore une fois, sous supervision médicale. Pour la narcolepsie, là c'est un niveau au-dessus, on va avoir des stimulants pour la somnolence diurne, des antidépresseurs pour la cataplexie et des médicaments spécifiques comme le sodium oxybate. Pour les parasomnies, on va assurer la sécurité de l'environnement, traiter les facteurs déclenchants, donc le stress, le manque de sommeil et parfois les médicaments. Et maintenant, on va avoir des stratégies pour des situations un peu plus spécifiques, parce que certaines situations nécessitent des approches adaptées. Le travail de nuit ou en horaire décalé est particulièrement difficile pour le sommeil. Si vous travaillez de nuit régulièrement, votre objectif est de tromper votre horloge biologique en créant une fausse nuit pendant la journée. Quand vous rentrez chez vous le matin, portez des lunettes de soleil pour bloquer la lumière vive qui signalerait à votre cerveau qu'il est temps d'être éveillé. Simulez la nuit dans votre chambre avec des rideaux occultants parfaits. Éliminez tous les bruits avec des bouchons d'oreilles ou du bruit blanc, encore une fois. Et maintenez la pièce fraîche, ce qu'on a vu précédemment. Essayez de maintenir le même horaire de sommeil, même les jours de repos. Je sais que c'est difficile socialement, mais alterner constamment entre le jour et la nuit, c'est terrible pour la santé. Donc si vous travaillez en horaire tournant, essayez de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, matin, puis après-midi, puis nuit, plutôt que dans le sens inverse. Parce que c'est plus facile pour votre horloge biologique de retarder plutôt que d'avancer. Utilisez la lumière vive pendant votre journée de travail, nocturne entre guillemets, pour rester alerte et éviter la caféine, encore une fois, dans les 4-6 heures avant votre heure de coucher prévue. Faire des siestes stratégiques, une sieste de 20-30 minutes avant votre quart de nuit, peut améliorer la vigilance. Autre chose, c'est que le jet lag peut être minimisé avec de la préparation. Avant de partir, commencez à ajuster progressivement vos horaires quelques jours avant le départ. Si vous voyagez vers l'est, couchez-vous et levez-vous un peu plus tôt chaque jour. Et si vous voyagez vers l'ouest, décalez vers le tard. Même 30 minutes par jour, ça peut aider. Pendant le vol, réglez votre montre sur l'heure de destination dès le décollage. Commencez à penser selon le nouveau fuseau horaire. Si c'est la nuit là-bas, essayez de dormir dans l'avion avec un masque, des bouchons, un oreiller. Et si c'est le jour là-bas, essayez de rester éveillé. Et à l'arrivée, exposez-vous à la lumière naturelle au moment stratégique. Si vous avez voyagé vers l'est et que votre horloge est en retard, exposez-vous à la lumière le matin. Si vous avez voyagé dans l'autre sens, vers l'ouest, et que votre horloge est en avance, exposez-vous à la lumière en fin d'après-midi et soirée. Et cette lumière, elle va aider à recaler votre horloge. Le but, ça va être aussi de résister à la tentation de faire une longue sieste à l'arrivée. Une courte sieste de 20-30 minutes max si absolument nécessaire, mais pas plus. Et forcez-vous à manger et à dormir selon l'heure locale dès le début, dès le premier jour, même si vous n'avez pas faim ou sommeil au bon moment. La mélatonine prise 30 minutes avant votre nouveau coucher, elle peut aider aussi, surtout quand vous voyagez vers l'est, parce que c'est le plus difficile.
Règle générale, comptez environ un jour par fuseau horaire traversé pour vous adapter complètement. On l'a déjà dit. Et maintenant, autre point qui concerne le stress et l'anxiété, puisque ce sont parmi les perturbateurs de sommeil les plus courants. Le but, ça va être d'établir une période de décompression obligatoire d'au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. C'est votre transition entre le monde actif et stressant et le repos. Créez des rituels de relaxation, un bain tiède, une tisane, de la lecture légère, de la musique douce, tout ce qu'on a dit précédemment. Le but étant que ces rituels signalent à votre corps qu'il est temps de passer en mode dodo, en mode repos. Pratiquez la gratitude avant de dormir. Notez 3 choses positives de votre journée, même petites. Le but est de réorienter votre esprit vers le positif plutôt que vers les soucis. Utilisez une imagerie guidée. Visualisez un lieu sûr, apaisant dans les moindres détails. Une plage au coucher de soleil, une cabane en montagne, un jardin paisible, un endroit où vous êtes bien. Et qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les couleurs? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez l'eau de la rivière qui coule, les vagues qui s'échouent sur la plage, le vent, les oiseaux? Qu'est-ce que vous sentez? L'air chaud sur la peau, le sable entre les orteils, la texture sous les pieds. Cette immersion sensorielle détaillée, elle va occuper votre esprit et empêcher les ruminations, ce qu'on a déjà vu aussi précédemment. Et si l'anxiété est chronique et qu'elle interfère significativement avec votre sommeil, consultez encore une fois un professionnel. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'anxiété, elle peut transformer votre vie et, par ricochet, accessoirement votre sommeil. Et encore accessoirement, c'est entre guillemets. Pour les parents de jeunes enfants, le manque de sommeil, il est souvent, très souvent, inévitable. Acceptez que pendant les premiers mois, voire années de vie de votre enfant, votre sommeil sera fragmenté. Et c'est temporaire, même si sur le moment, ça ne le semble pas vraiment. Alors le conseil classique, c'est dormez quand bébé dort. Ouais, c'est le moment idéal pour faire la vaisselle ou le ménage, mais votre sommeil, il est plus important. Faites une sieste quand votre bébé fait la sienne, au moins 1 fois par jour. Alternez avec votre partenaire pour les réveils nocturnes. Et vous pouvez opter pour un système d'alternance avec une nuit chacun ou une partie de nuit chacun. Ça permet à chacun d'avoir des périodes de sommeil plus longues et continues. Créez une routine de coucher solide et prévisible pour votre enfant dès que possible. Un bain, une histoire, des chansons, et ensuite se coucher. Toujours dans le même ordre, à la même heure. Les bébés et les enfants prospèrent avec la routine et ça facilite beaucoup l'endormissement. Ne culpabilisez pas d'accepter de l'aide. Si des proches proposent de garder votre enfant quelques heures pour que vous puissiez faire une sieste, acceptez. Et maintenant, on va aller de l'autre côté avec les personnes âgées. Le sommeil change, mais il reste essentiel. Et il est normal que votre sommeil devienne plus léger et plus fragmenté avec l'âge. Vous avez moins de sommeil profond, vous vous réveillez plus facilement, mais vous avez toujours besoin de 7-8 heures. Donc l'idée, ça va être encore une fois de maintenir une routine stricte, encore plus importante avec l'âge. Restez actif pendant la journée avec un exercice régulier, même modéré, comme de la marche. Ça améliore le sommeil. S'exposer à de la lumière naturelle, et particulièrement le matin, encore une fois, sortir marcher, jardiner, s'asseoir près d'une fenêtre. Évitez les siestes tardives ou trop longues. Si vous devez faire la sieste, encore une fois, c'est 20-30 minutes et avant 15 heures. Et attention aux médicaments. De nombreux médicaments, couramment prescrits aux personnes âgées, peuvent perturber le sommeil. Discutez-en avec votre médecin si vous pensez que vos médicaments affectent votre sommeil. Ou concernant vos proches. Ensuite, on va passer à nos marmottes, à nos ados, dont le rythme biologique est naturellement décalé. Comprenez que votre tendance à vous coucher tard et avoir du mal à vous lever le matin, c'est pas de la paresse, c'est biologique. Mais c'est pas censé être une excuse non plus. Votre horloge se décale naturellement vers le tard à la puberté. Et malheureusement, on doit quand même s'adapter aux horaires de l'école. Donc, on a quelques stratégies. Encore une fois, la lumière vive le matin pour aider l'horloge à avancer. Ouvrez les rideaux dès le réveil, ouvrir le volet, allumer toutes les lumières, sortir si c'est possible. Évitez absolument les écrans dans l'heure avant de se coucher. Alors je sais que c'est difficile, mais la lumière bleue décale encore une fois l'horloge vers le tard. Maintenir des horaires relativement réguliers, même le week-end. Oui, quand on est ado, c'est encore plus compliqué. Et limiter le décalage d'1 à 2 heures. Vous voyez que les principes sont les mêmes, peu importe la tranche d'âge, peu importe les personnes. Il faut faire de la chambre un sanctuaire de sommeil, sombre, fraîche, sans écran. Et si possible, choisissez des cours plus tard le matin à la fac. Je vous dis pas de sécher non plus. Et en plus de ça, on a tout ce qui est aide naturelle et compléments. Donc certains remèdes naturels peuvent aider, bien que leur efficacité varie, on est d'accord. On a tout ce qui est tisane relaxante, avec la camomille, la valériane, oui, ce que mamie boit tous les soirs. La passiflore, la lavande, ça a des propriétés apaisantes, douces. Elles vont pas nous assommer comme un somnifère, mais le rituel de boire une tisane chaude le soir, ça peut être relaxant en soi. Et ça fait partie du rituel, justement. On a les techniques de méditation et de pleine conscience qui sont pratiquées régulièrement. Ça peut aider à réduire l'insomnie. Avec des applications comme Petit Bambou. On l'oublie pas, le Petit Bambou.
qui offre des méditations guidées spécialement pour le sommeil. Avec ça, on a aussi l'aromathérapie, avec de la lavande, en spray sur l'oreiller, en diffusion, en huile de bain, qui peut avoir un léger effet relaxant. Il y a des études qui montrent des résultats modestes, on est d'accord, mais positifs. C'est ce qui est important. En plus de ça, l'acupuncture a montré une certaine efficacité pour l'insomnie dans plusieurs études, bien que les mécanismes exacts ne soient pas totalement compris, mais peu importe, tant que ça marche, on prend. Avec ça, on a le yoga et le tai chi. Encore une fois, pratiquer régulièrement, ça améliore la qualité du sommeil en réduisant le stress et en relaxant le corps. On l'a dit, tout ce qui est travail, exercice physique, tranquille. Les suppléments de magnésium peuvent aider si vous avez une carence, qui est relativement courant, parce que le magnésium aide à la relaxation musculaire et nerveuse. Alors attention, naturel, ça ne veut pas toujours dire sans danger, on va le rappeler, ou sans interaction. Consultez un professionnel de santé avant de prendre des suppléments, surtout si vous prenez déjà des médicaments. Et avec ça, on a des petits pièges à éviter. Certaines stratégies semblent logiques, mais elles peuvent être contre-productives. Rester au lit en essayant de forcer le sommeil, ça fait qu'augmenter la frustration et conditionne négativement le cerveau. Si vous ne dormez pas après 20 minutes, on l'a dit précédemment, on se lève, on va faire une petite activité calme et ensuite, quand on repart vers la somnolence, on retourne au lit. Regarder l'horloge constamment, ça augmente l'anxiété. Tournez le réveil face au mur si vous n'avez pas besoin de savoir qu'il est exactement 2h37 et que vous devez vous lever à 4h23 ou dans 4h23, peu importe. On le tourne et on laisse les choses se faire. Rattraper le sommeil perdu le week-end en dormant beaucoup plus tard décale l'horloge et ça va créer un jet lag social qui rendra juste le lundi plus difficile. On l'a dit, l'alcool comme somnifère, c'est pas la bonne idée. Ça fragmente le sommeil, ça crée des réveils nocturnes et en plus, c'est pas foufou. On le sait, c'est de l'alcool. Se forcer à dormir 8 heures si vous en avez besoin que de 7, ça peut paradoxalement créer de l'insomnie en passant trop de temps au lit. Donc c'est à vous de voir au fur et à mesure, encore une fois, en tenant un journal de dodo, comment ça se passe. S'inquiéter excessivement du sommeil crée de l'anxiété qui empêche de dormir. Certaines personnes deviennent tellement obsédées par leur sommeil que cette obsession devient le problème principal. Et on tombe dans un cercle vicieux complètement contre-productif. Encore une fois, le but de ce podcast et de ces 3 épisodes était juste de vous offrir une introduction au sommeil, à son fonctionnement et à différentes stratégies pour pouvoir y remédier auquel cas. Alors conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'on a exploré le fonctionnement du sommeil, que c'est relativement fascinant, enfin je trouve ça fascinant, qu'on a compris l'importance vitale dans pratiquement tous les aspects de notre santé et on a identifié quelques troubles qui peuvent l'affecter et quelques stratégies aussi pour l'améliorer. Alors, quelques passages importants pour conclure, c'est que tout d'abord, le sommeil, c'est un pilier fondamental de la santé, au même titre que l'alimentation et l'exercice physique. Et il mérite qu'on lui accorde du temps, de l'attention et du respect. C'est pas du temps perdu, c'est juste un investissement à long terme, à très long terme sur votre santé, sur votre bien-être, sur vos performances et sur vous, tout simplement. Ensuite, si vous souffrez de problèmes de santé, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Il y a des millions de personnes qui partagent votre expérience. Et surtout, il existe des solutions. Pour pratiquement chaque trouble du sommeil, il existe des traitements efficaces. Le changement, ça prend du temps, que ce soit pour le sommeil ou pour tout le reste d'ailleurs. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas d'amélioration immédiate. Il faut généralement plusieurs semaines pour que de nouvelles aptitudes ou habitudes s'installent et que votre horloge biologique s'ajuste. Soyez juste patient et persévérant. Le but, ça va être de commencer petit. Vous n'avez pas besoin d'implémenter toutes les stratégies d'un coup. Ce serait même contre-productif. Choisissez-en une ou deux qui vous semblent les plus pertinentes dans votre situation. Maîtrisez-les et ajoutez-en progressivement d'autres si c'est nécessaire. Si avec une ou deux, ça vous convient, ça suffira largement. Le plus, parfois, c'est pas le meilleur. Pour certains, ce sera de maintenir des horaires réguliers, ça va fonctionner. Et pour d'autres, ça va être d'éliminer les écrans le soir. Ça devrait être pour tout le monde. Etc., etc. N'ayez pas honte de demander de l'aide à un professionnel si nécessaire, un médecin du sommeil ou un thérapeute spécialisé. C'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signe de sagesse. Le sommeil, c'est trop important pour votre santé pour souffrir en silence et se dire que ça va revenir comme ça. Rappelez-vous que votre corps veut dormir. C'est un besoin biologique fondamental, programmé dans nos gènes depuis des millions d'années. Le travail, c'est pas de forcer le sommeil, mais c'est de créer les conditions optimales pour qu'il vienne naturellement. Chaque nuit, c'est une nouvelle opportunité. Une mauvaise nuit, au contraire, ne condamne pas les suivantes. Laissez aller la frustration et l'anxiété du passé et abordez chaque nuit avec un esprit neuf. Soyez bienveillant avec vous-même. La perfection, ça n'existe pas, encore une fois, et vous aurez parfois des mauvaises nuits, c'est normal, c'est universel et ça fait partie des choses. L'objectif, c'est pas d'avoir un sommeil parfait toutes les nuits, mais d'avoir un sommeil suffisant et de qualité la plupart du temps. Votre sommeil, il est précieux, alors il faut le protéger et il faut le prioriser. Parce qu'en prenant soin de votre sommeil, vous prenez soin de votre cerveau, de votre corps, de votre humeur, de vos relations,
de votre vie tout entière. Alors je vous souhaite de bonnes nuits, des gros dodos, des beaux rêves, des réveils énergiques et des journées pleines de vitalité. Prenez soin de votre sommeil parce qu'il prend soin de vous d'innombrables façons et souvent invisible mais absolument essentiel. Alors, bonne nuit, dormez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bonne nuit.